C'est une histoire qui commence à Porto Santo, après une nuit qui a été vraiment stressante et qui m'a fait poser plein de questions sur la suite à donner à mon voyage. Un voilier qui ne maîtrisait vraiment même pas le b.a.-ba du mouillage a dérapé pendant la nuit dans à peine 25 nœuds de vent et a été en fracasser un autre et a tapé dans d'autres voiliers. Ça m'a laissé très songeur sur la suite. Alors, dernière image du mouillage de Porto Santo que je vais quitter demain pour rejoindre Madère. Et j'y resterai qu'une seule journée à Madère, uniquement pour avitailler. Et j'ai pris la décision de traverser directement sans continuer à descendre vers les... Je voulais faire les îles des Canaries, je voulais aller peut-être vers le Cap-Vert avant de traverser, mais en fait je vais y aller en trace directe parce que ce qui se passe, c'est qu'en partant maintenant, je me retrouve un peu comme sur l'autoroute du Sud un week-end de 14 juillet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bateaux qui quittent l'Europe pour descendre vers le Sud ou pour traverser aussi, aller vers les Caraïbes. Généralement le gros des bateaux commence à traverser début décembre, mais je veux justement pas me retrouver dans la masse de son plus. Il y a plusieurs courses comme l'Arc qui vont partir dans une dizaine de jours. Et voilà le départ du Thalassa. Et il faut croire qu'on a à peu près le même programme puisqu'il était à la Corogne, on est parti le même jour et je me prépare maintenant à partir moi aussi de Porto Santos et je le vois qui part, alors je ne sais pas trop pour où. Ce bateau il emmène des jeunes en mer pendant une année, ils partent d'Europe, ils font une boucle à travers l'Atlantique jusqu'au Venezuela, Colombie, Cuba et ils reviennent et ils passent une année scolaire à bord en fait. Vous voyez ce pic qui est là, qui est tout pointu là, comme un petit volcan. Je suis monté là-haut, il est assez raide. Hein. Par contre, il est super bien. Alors j'ai de la chance aujourd'hui parce que j'ai un vent de nord-est. Et dans ces archipels, que ce soit Madère, les Canaries, comme il y a beaucoup d'îles ou d'îlots comme celui qui est là-bas, ça tourbillonne énormément, ça masque le vent et quand on est sous le vent, c'est assez compliqué les navigations. C'est extrêmement turbulent, on passe de 0 vent à 25 nœuds en l'espace de quelques secondes. Pas toujours facile, ni agréable d'ailleurs. Alors sur cette petite journée de navigation entre Porto Santo et Madère, je fais la course avec 3 autres voiliers qui sont partis bien avant moi. Alors je suis déjà en train d'en rattraper un qui est là. Et j'en ai encore 2 autres essayés de gratter qui sont un peu devant. Quetzal qui pourtant est un dériveur intégral, donc un bateau assez lourd. Je me surprends de ses performances. Allez, je vais mettre ça sur le compte de mes qualités de marin et d'analyste météo. À l'est de Madère, il y a un rocher qui s'appelle Farol, qu'on distingue qui est là. Avec un phare d'ailleurs au sommet. Et entre les deux, il y a un petit passage avec largement suffisamment d'eau pour que je puisse y passer parce qu'il y a plus de 10 à 15 mètres de fond. Mais je ne vais pas y passer. Je vais pas y passer pour 2 raisons. La première, c'est quand vous avez ce genre de petit passage entre 2 rochers ou 2 îles, les pêcheurs adorent mettre des casiers, des filets. La deuxième, c'est que cet îlot, il est relativement haut, et donc si je passe là, ça va masquer le vent. Alors, il faudra mettre le moteur, alors pas pendant longtemps, peut-être pendant une dizaine de minutes, mais j'ai pas de raison objective de mettre le moteur pendant 10 minutes. D'autant plus que mettre le moteur dans un endroit où déjà j'ai des chances de rencontrer des engins de pêche, c'est franchement pas une bonne idée. Alors ce sera peut-être un peu moins fun, mais je vais laisser cet îlot à tribord, et je vais le contourner par l'est. L'île de Madère est là. Et le petit passage dont je parlais, en fait c'est celui-ci, là, juste là. Et moi, hop, je vais contourner par là. Il y a pas mal de courant au passage de la pointe. J'ai à peu près 2 nœuds de courant contre moi là.
Il est apparu brusquement comme ça, je m'en suis rendu compte en fait parce que ça m'a fait dévier de ma trajectoire alors que je navigue à cap constant. J'avais pas fait attention à ça, je ne m'y attendais pas surtout. Pas dans la même catégorie, hein. Je vais pas aller faire le malin avec lui. Beau bateau en tout cas. Amsterdam, la Hollande américaine. Qui quitte Funchal. Qui me laisse sa place. Le mouillage à Madère, être au mouillage devant une ville, souvent ça donne le soir un très beau panorama quand toutes les lumières s'allument. Et bien souvent, c'est même le plus beau panorama, le plus beau point de vue qu'on puisse avoir sur une ville. Il va falloir se cramponner ce soir. Hein. Ça va être un peu relié. Alors un petit topo météo sur ce qui se passe actuellement. Sur l'Atlantique, il y a deux dépressions qui se trouvent. La première se trouve là, la deuxième se trouve là, et il y a deux zones de haute pression. La première est centrée sur l'Europe, elle est énorme. Et la deuxième, c'est ce qui devrait être l'anticyclone des Açores, en fait, et qui est tout écrasé, qui est ici, là. Et le résultat, c'est que moi qui me trouve à Madère, c'est-à-dire ici, eh bien je me retrouve dans une espèce de circulation triangulaire, avec de l'air qui remonte, de l'air qui descend, de l'air qui part vers l'est, et en dessous de l'air qui part vers le sud. Et il faut que je quitte cette île avec un cisaillement ici, alors qui remonte très très haut au nord de l'Islande. C'est jamais très bon ces zones-là, hein. C'est toujours plein de grains, de précipitations fortes, le vent fait un peu n'importe quoi. La seule bonne chose là-dedans, c'est que ça dure pas longtemps. On est le jeudi 7 novembre le matin, je vais passer la journée à avitailler le bateau. Ce soir, la situation, elle est pas très très bonne en fait. Je pensais partir ce soir, mais il va y avoir une grosse zone de mou là, puisque le vent en fait va s'orienter plutôt du nord. Donc l'île fait écran. Pour rejoindre le flux descendant, là il faudrait que je fasse du moteur, ça m'enchante pas spécialement. Donc je vais peut-être partir plutôt demain matin, où là j'aurai un vent d'est. Bon alors c'est le moment d'y aller, mais tout à fait honnêtement, je suis pas super emballé par l'idée de partir aujourd'hui. Le vent sur les jours qui viennent va être relativement faible. Alors on ne va pas avoir beaucoup de vent, s'il n'y a pas beaucoup de mer, ça peut être bien. S'il y a de la houle, parce que c'est quand même pas mal perturbé un peu plus vers le nord, je crains que ce soit pas aussi fun, enfin on verra bien. Donc j'ai procrastiné toute la matinée pour retarder le départ. J'en ai profité pour changer les lignes de vie. Avant j'avais ma ligne de vie qui partait du début et qui allait jusqu'à l'arrière, ce qui fait que je pouvais parcourir en une seule fois toute la longueur sans avoir à me décrocher. Mais en fait c'est pas super utile parce que je viens rarement à l'avant. Et le fait d'avoir une longue portée comme ça sur la ligne de vie, au milieu de la ligne de vie, elle devient très souple. Et elle assure moins bien sa fonction de me retenir à bord. Donc en fait, je l'ai séparé en deux. Enfin, je l'ai fait passer à l'extérieur du rail de Fargue pour faire comme si j'avais deux lignes de vie. Et la portée de chacune étant beaucoup plus courte, l'écart au milieu de la ligne, lui aussi est plus court et plus sécurisant. Les autres choses que j'ai faites sont des petits réglages. J'ai rajouté des tours supplémentaires au niveau de l'enrouleur parce que j'étais un peu juste ici sur le niveau de l'enrouleur de génois. En fonction du vent et en fonction de comment est serré le génois, il m'arrivait d'arriver en bout de course de la drosse alors que le génois n'était pas complètement rentré. J'ai aussi profité d'occasion pour changer le sens des manilles parce que le point d'amure ici était vrillé. Alors l'idéal ce serait d'avoir des manilles twistées, des manilles déjà vrillées, ça existe. J'en avais acheté mais en fait le vrillage est trop bas et j'arrivais pas à la passer dans le truc ici. Donc bon, c'est des petits ajustements comme ça qui me permettent de retarder le départ mais bon maintenant il faut y aller. Allez, on y va. Alors comme souvent à Madère, le vent accélère énormément autour de l'île et à peine quitté le port, je suis pas loin, hein. Là où j'avais zéro vent dans le port, je me retrouve avec des rafales à 45 nœuds. Bon, ça va pas durer, il suffit que je m'éloigne un peu, mais ça fait un changement qui est assez radical quand même. Et là je suis à 800-900 mètres du port, hein. Même pas ça se trouve. Bon, faut s'éloigner un peu et ça va se régulariser tout de suite.
En attendant, j'avais hissé ma voile dans le port, même si je savais que c'est quelque chose de classique. Bah, une fois encore, je me fais avoir, hein, parce que je ne m'attendais pas à avoir du 40 nœuds comme ça, aussi rapidement en tout cas. J'ai la voile dans les barres de flèche, c'est pas l'idéal, mais bon, on va faire avec pendant quelques dizaines de minutes. C'est impressionnant de voir le bateau partir au loft comme ça. Bon, il se touche pas vraiment, mais il commence à bien gîter quand même. Mais c'est pas très dangereux parce que la voile est quand même bien choquée. Et à partir du moment où le bateau, en montant au loft, se met travers au vent, la voile n'a plus aucune portance. Donc du coup, les safrans, ils reprennent eux de la portance et remettent le bateau à, j'essaie de naviguer à peu près 140 degrés de vent. Bon, enfin, c'est ce qui est réglé, mais c'est pas ce qui se produit. Donc je vais passer mon temps à slalomer comme ça pendant quelques dizaines de milles peut-être. Alors de Guerlas, j'ai fini par prendre 2 riz dans la GV. Je suis passé sous trinquette et maintenant le vent se met à tourbillonner, à refuser. Là j'ai le moi plusieurs, la trinquette du coup qui plusieurs fois a pris à poutre. Donc je vais appuyer un peu plus le bateau. J'ai aussi remonté la dérive qui avait la tendance à accentuer ses départs au loft. Donc maintenant le bateau est beaucoup plus calme, il faut simplement que je fasse attention à ces refluents. C'est jamais facile les départs souvent des îles comme ça. Là je suis en train de border le frein de baume parce que la dernière chose que je veux c'est voir la baume passer de l'autre côté. Alors toujours un fonctionnement un peu fantasque ces sortes de frein de baume, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Alors j'en suis au 2e jour de mer et jusqu'ici ça avance plutôt bien, mieux que ce que je pensais. Ce qui m'inquiète par contre, c'est là-haut, c'est cette couche de stratus là, de nuages gris uniforme qui cache entièrement le soleil. Depuis que je suis parti, il y a quasiment pas eu de charge des batteries. J'ai fait 1 heure de groupe électrogène hier soir à la tombée de la nuit pour pouvoir passer la nuit sans problème. La clarté de la journée ne permet pas de compenser la consommation électrique du jour. Par contre, ce soir, j'en fasse du groupe. Et si ça m'inquiète, c'est parce que au début, mon projet, c'était pas de partir et de traverser directement depuis Madère. C'était de descendre vers les Canaries, peut-être le Cap Vert. Et là, faire les pleins de carburant avant de traverser. Et ce que j'ai pas fait. Donc bon, j'ai quand même 300 litres de carburant encore, c'est de diesel. C'est une réserve suffisante pour le faire en sécurité. Mais comme c'est justement pour la sécurité, le mieux serait de ne pas l'utiliser du tout, même pour le groupe, même pour faire du courant électrique. En fait, ce problème de carburant, il pourrait se poser que dans un seul vrai cas. C'est s'il y avait un cyclone qui naissait sur la route, parce la saison des cycloniques n'est pas complètement terminée encore. Généralement, on considère qu'elle se termine fin novembre. Là, on est dans la première quinzaine de novembre encore. Donc, il faut que j'y sois vigilant. Et si jamais je voyais qu'il commençait à se former quelque part, soit une tempête tropicale, soit un cyclone, que je puisse m'en éloigner assez rapidement et s'il n'y avait pas de vent, que je puisse le faire au moteur. Donc ça veut dire au moins 2-3 jours de moteur. Ça fait 48 heures que j'ai quitté Funchal maintenant, j'en suis au 3e jour de mer. Et je continue vers le sud. Alors je ne suis pas le seul aujourd'hui à partir vers le sud parce que dans une vingtaine de minutes, ça va être le départ du Vendée Globe. Et je me demande bien combien de temps eux vont mettre pour arriver. Ce qui à moi m'a pris 11 jours de navigation effective pour arriver à peu près à 200 milles au nord-ouest de l'île de La Palma aux Baléares. Je pense que je serai toujours dans le coin quand eux vont passer ici. Mais on verra ça. Alors en ce qui concerne la progression, je vous parle un peu comment je fais moi pour avancer et préparer ma navigation. Je vais le faire voir directement sur la carte. Alors il est midi et 1 minute, c'est-à-dire 13h01 en France, et on est le dimanche 10 novembre. C'est-à-dire que dans 1 minute, il y a les bateaux du Vendée Globe qui vont s'élancer.
Alors pas bien vite d'après ce que j'ai compris au début, mais en tout cas je pense qu'ils mettront pas longtemps à me rattraper, voire même à me dépasser. Car moi je me trouve ici à peu près à 300 000, à 200 000 pardon, dans le nord-ouest de l'île de La Palma. Et mon objectif c'est d'arriver à ce point-là que j'ai défini. Alors c'est un point un peu fictif que j'ai pris il y a 300 000 dans le nord-ouest de Mindelo. Et 2 fois par jour, j'essaie de trouver une route qui va me mener le plus rapidement à ce point-là. Alors ce point-là, j'y passerai peut-être jamais. C'est simplement un objectif à 8 jours, on va dire, qui me permet de penser que raisonnablement, en étant ici, je pourrais rentrer dans la zone des Alizés. Alors pour ça, 2 fois par jour, je charge ça s'appelle les fichiers grid, des fichiers météo. Le modèle que je prends, c'est le CMWF. Donc en fonction des prévisions de vent, toutes les petites flèches rouges m'indiquent la direction et la force du vent. Mon objectif, c'est de trouver une route qui va me permettre de descendre tranquillement en direction de ce point-là. Ce point-là, au fur et à mesure, je vais le faire évoluer. Alors actuellement, la route que je retiens, c'est une route qui va avancer encore un peu, qui va s'incurver légèrement vers le sud. Et à partir de là, je pense que je repositionnerai le point. Là, voilà ce que me donnera le routage si j'en fais un maintenant vers le point que j'ai défini. Et là, il est en train de me chercher un parcours en traçant ce qui s'appelle les isochrones, c'est-à-dire ces lignes là, c'est en partant du point où je suis. Si je pars dans cette direction-là, voilà où je me trouverai à la même heure, un peu partout. Et l'objectif, ça va être de prendre les points les plus faibles de chaque isochrone pour arriver à ce point-là. Et la somme des points les plus faibles devrait normalement me donner la route la plus faible. Bon, c'est très théorique, en pratique ça ne marche jamais. Mais ça donne une idée et des fois même ça permet de voir des options auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Alors voilà la route finale qu'il me propose. Donc sans surprise, c'est à peu près ce que moi je voyais au début. Il me prévoit une arrivée par là en 5 jours et pour faire le dernier petit bout de tronçon là, il me prévoit 4 jours de plus. Donc inutile de dire que d'ici 5 jours déjà ça a le temps de changer. Et sans doute que quand je serai arrivé là, mon point ne sera plus ici, mais sera beaucoup plus au sud ou beaucoup plus à l'ouest. En attendant, ça me donne une idée de ce que je vais retrouver moi sur mon trajet et de ma progression avec le vent que je vais rencontrer pendant l'avancée sur les prochains jours. 3e jour de mer, je continue à descendre plein sud. Je finis même par me demander si je ne vais pas finir par me retrouver au Cap Vert. Le soleil lui est revenu, ça c'est une bonne chose. Le bateau avance doucement à 3-4 nœuds. Alors il n'y a pas beaucoup de vent, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de houle non plus. Donc le bateau n'a pas de mouvement de roulis et le peu de vent qu'il y a suffit à garder les voiles à peu près appuyées. Donc ça avance doucement, c'est pas désagréable d'ailleurs. Et là dans l'après-midi j'ai été faire un tour du bateau comme je fais à chaque fois que je peux pour regarder s'il n'y a pas des choses anormal, des fonds qui cassent ou refixer, réparer, resserrer, je sais pas. Et aujourd'hui, en regardant l'axe du vide-mulet, je vais vous faire voir, en regardant donc la partie vue de mulet, alors régulièrement je vérifie que tous les rivets soient mis en place. Je me suis rendu compte que l'axe qui est ici, qui traverse la pièce qui maintient la baume, était anormalement haut. C'est-à-dire que là, il y avait presque 2 cm. Et j'avais jamais vraiment fait attention, et en mettant mon doigt dessous là, j'ai senti que le boulon, en fait, il y avait un creux. Au lieu de sentir la tige qui est là d'ailleurs, je l'ai graissé parce qu'il y a de l'huile. Et en fait, ce boulon était en train de se desserrer petit à petit, et la tige elle a continué à remonter. Alors, honnêtement, il ne restait plus beaucoup de tout, il était temps que je m'en rende compte. D'où l'intérêt de regarder vraiment, aller vraiment dans les détails quand on fait ce tour de vérification. Parce que ce genre de choses, ça se pose aux yeux. Si on se rend pas compte si on n'a pas une idée exactement de la taille de la pièce et de sa position normale, c'est pas évident. C'est comme cet écrou là, c'est pareil, il faut vérifier qu'il tienne bien, qu'il bouge pas lui non plus. Dans une vingtaine de minutes, je vais couper la trace où j'étais passé il y a 2 ans. Ici, c'est moi actuellement. Et cette trace rouge là, c'est ma trace d'il y a 2 ans. Et si on compare, il y a 2 ans par contre, j'étais parti de Grande Canaria. Là, je suis parti de Madère. Et en fait, l'objectif était plus ou moins le même à l'époque, c'était de descendre vers le sud. Et si on compare les progressions, c'est à peu près comparable. C'est même un peu meilleur maintenant. Même si ça n'a pas beaucoup de sens de comparer 2 traces, puisqu'en voile tout se joue avec la météo.